Mini yena mwana bem congolais. Boa tarde a todos. Hanalo monga be formação de moça dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Moko ideal nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Oh Amérique. Oh Afrique. Oh Asie. Oh Océanie avec Digital Momo. Papopi, motoki bala lobi, botala ka bomoko ya mboka merci. Je reçois Atundu Liongo sur ce plateau, président national de la CDR, c'est la Convention pour la démocratie et la République. Il est également porte-parole de la majorité qui est au pouvoir ou qui dirige. Depuis André Atundu, bonsoir. Bonsoir. La majorité qui dirige, ça fait pratiquement 10 ans. 2 mandats. Voilà. Bilan, on parlera, c'est pas encore le moment. Pour ce soir, des gouverneurs et vice-gouverneurs ont été élus. Au suffrage, on peut parler, suffrage indirect. Oui. Voilà. Par les élus provinciaux. Les principales leçons de cette élection, au Sud Kivu, on vient de l'apprendre en début de l'après-midi de ce mardi 29 août 2017. Le challenger de Nyamugabo a donc jeté l'éponge au profit de celui qui avait obtenu 16 voix. Plo Nyamugabo est du coup élu président, plutôt gouverneur du Sud Kivu, la province stratégique dans l'est du pays. Alors André Alain Atundu, vous nous dites, la démocratie était la marche. Peut-on nous réjouir après cette élection pour dire que la démocratie congolaise est en marche et que le peuple, la voix du peuple a été entendue, ou ça a été un décor séduisant au contenu vide? Non, je crois que les conditions dans lesquelles se sont déroulées ces élections confirment que la culture de la démocratie, la culture démocratique s'implante. Que les élections se soient passées sans incident majeur signifie que notre démocratie se porte bien. C'est ce qu'on peut dire. Alors, les leçons qu'on doit tirer, c'est que chaque élection est d'abord une épreuve personnelle entre le candidat et le corps électoral. Et donc, pour réussir, le candidat doit avoir un quotient personnel important, c'est-à-dire la capacité de persuasion. Il doit développer les arguments qu'il faut pour convaincre ses électeurs. Les électeurs au second degré ne sont pas les électeurs au suffrage universel, donc il faut le convaincre. Il faut répondre à leur aspiration. Aspiration des grands électeurs ou aspiration du peuple? Non, pour passer, il faut répondre à l'aspiration des grands électeurs. Et on dit chez nous que le vote des grands électeurs, comme on en parle également sous d'autres cieux aux États-Unis d'Amérique, le choix sur Trump, ça dit quelque chose. Vous avez suivi des contestations justement, ceux qui ne se reconnaissent pas en ce dirigeant. Alors on dit que c'est le vote le plus dangereux. Est-ce que vous partagez cette observation? Bon, je ne sais pas. Tous les votes sont dangereux. On a vu des gens qui ne représentaient rien, aucune valeur, aucune aspiration, passer par le vote populaire, n'est-ce pas? Alors, tout comme on a vu des gens qui ne représentaient pas l'aspiration populaire passer par le truchement du vote au second degré. Donc le tout dépend des garde-fous. Vous savez, comme aux États-Unis, eh bien, on vote le choix, on exprime la volonté de votre État ou de ceux qui vous ont envoyé. Il faut prendre un certain nombre de dispositions de ce genre, parce que sinon, c'est d'abord la volonté
des électeurs, et en l'occurrence ici de l'Assemblée, des assemblées provinciales. Très bien. Alors, est-ce que nous pouvons dire, pour le cas précis, dans toutes les provinces où cette élection s'est déroulée, nous pouvons dire que le peuple s'est exprimé réellement? Absolument, à travers ses représentants. N'oublions pas que ces députés ont été élus par le peuple et ils ont un mandat représentatif de nos populations. Et donc, ils sont censés traduire la volonté du peuple. Ils sont censés traduire? Ah oui, parce que ils ont traduit la volonté du peuple. Non, mais ils sont censés, parce que dans l'évolution des choses... Quelques provinces dont les animateurs ou les nouveaux dirigeants, oui, ce sont des gens qui convainquent de par leur parcours, leur loyauté, leur fidélité et leur constance, leur façon de travailler, mais dans certaines autres provinces, vous avez parfois, vous dites, mais alors là, le choix qui a été opéré au départ par les plateformes politiques ou les familles politiques ou les partis politiques, ce choix, en fait, avant d'arriver à l'éthique, André Alain Tondou, c'est quand même un choix qui n'a pas eu le feedback du peuple, mais plutôt d'une élite au sein des partis politiques. Oui, mais c'est ça la démocratie. Le vote au second degré, ici chez nous, cela traduit d'abord la volonté du corps électoral, c'est-à-dire la volonté des députés, n'est-ce pas, et qui votent en fonction de la capacité de persuasion du candidat, en fonction de la capacité de ce candidat de réaliser leurs aspirations, aspirations managériales, aspirations matérielles. C'est ça l'élément essentiel pour passer aux élections. Et la volonté du peuple, souvent, on l'exige plutôt de la part de celui qui est élu gouverneur. Voilà, les aspirations de notre peuple, c'est le développement, c'est la modernité, etc. Mais les électeurs, ce n'est pas leur première préoccupation, en tout cas de mon expérience. Alors, nous abordons ce volet éthique. Le vote des grands électeurs fait craindre, quand même, pour certains observateurs avertis de notre scène politique, même d'autres scènes politiques ailleurs. On a appris, là, c'est moi, journaliste, qui lance le débat sur la table, que ce vote, dans certains coins de la République, a été quand même le vote des plus offrants. La tradition ici chez nous est telle. Et la persuasion n'a pas été une persuasion morale. Non, elle a été plutôt, il y a... pour certaines sources, une persuasion financière. La campagne se déroule à deux niveaux. La première, le premier niveau, c'est quand le candidat va présenter son programme devant l'Assemblée. Et là, il faut convaincre. C'est par là qu'on va dire oui, ça vaut la peine. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Donc c'est l'étape fondamentale. Alors vient ensuite l'étape du vote. L'étape du vote proprement dit, il faut savoir atteindre les aspirations du corps électoral. Par exemple, il y a des provinces où les députés ont 4, 5, 6 mois. Eh bien, leur aspiration, c'est que quand le gouvernement sera là... 4, 5, 6 mois bon, vous n'avez pas terminé la phrase. Alors, quand de retard, d'arriéré, alors l'aspiration, l'attente fondamentale du corps électoral, c'est que quand ce monsieur sera là, que fera-t-il de nous? Donc, leur situation est un élément important. Les promesses, d'abord labiales. Donc, deuxièmement, oui. C'est la capacité de ce candidat à résoudre certaines attentes immédiates, que ce soit sur le plan financier, par exemple. Et c'est là où on parle du plus offrant, parce que apparemment, c'est un élément essentiel dans le choix. Je ne dis pas déterminant, mais c'est un élément essentiel. Ça, ce sont des réalités. Toujours au niveau de l'éthique, lorsqu'un élu provincial, on ne cite pas son nom, nous sommes en train ici d'aborder une question de survie
de la République, une question cruciale de notre être et de notre devenir. Parce que nous passons tous, et la République reste. Alors, lorsque on dit, non, lui il m'a proposé autant, vous m'avez donné moins, et puis voilà, je voudrais, si vous voulez ma voix, mais proposez plus. André Alain Atundou, ce niveau, il y a une question importante de la crise d'éthique. Et c'est pas bon pour la marche de la République. La question éthique, c'est le rapport entre les électeurs et l'argent. Très concrètement, c'est le rapport entre les électeurs et l'argent. Quelle est la part ou l'apport de l'argent dans le choix? Et malheureusement, dans beaucoup de cas, l'argent joue un rôle presque déterminant. Et on a vu, par exemple, on ne va pas citer les provinces, sinon on va reconnaître les gens, eh bien, dans une ou deux provinces de la République, on a préféré, on a laissé tomber des personnalités qui avaient des références dans la gestion et dans la bonne gouvernance de la République au profit de ceux qui avaient réussi à offrir le plus les attentes matérielles. Et donc ça c'est un élément important, mais ceci on ne peut pas le résoudre maintenant. Il faut le résoudre aux prochaines élections générales, en durcissant les conditions pour être élu. Il faut qu'il y ait une part plus importante de morale et de moralité dans le comportement des candidats. Il faut que l'État soit à même de contrecarrer le dérapage éthique qui n'est pas conforme aux intérêts. Je vous ai dit qu'au premier niveau, le corps électoral pense d'abord à sa situation matérielle, sa situation statutaire. Et rejette sur le gouverneur la réalisation des aspirations du peuple. Et souvent, il arrive qu'il y ait une contradiction, je dirais même une compétition entre les aspirations du corps électoral, redevenu député tout court, et les aspirations populaires qui exigent beaucoup plus d'engagement. Et voilà, c'est à son niveau justement que ça devient inquiétant lorsque un élu provincial, l'élu du peuple, dit non, celui-là, vous m'avez proposé autant, mais celui-là m'a proposé plus. Mais si vous continuez à compter sur ma voix, je voudrais que vous proposiez plus, parce qu'au-delà de ce montant, l'autre a proposé même une Jeep. Alors, c'est la République qui compte, ou c'est son propre ventre et une Jeep qui compte? Alors finalement, là, on va où là, comme disent les Ouest-Africains? Vous êtes en train de me pousser à ouvrir un débat qui ne devrait pas Nous sommes dans les venir ici. Parce que ceci amène chaque groupement politique à tirer les conséquences et les leçons de ce comportement foncièrement financier du corps électoral. Est-ce qu'il ne faut pas introduire dans la Constitution des garde-fous au niveau de l'accès à cette fonction, au niveau de l'exercice de cette fonction? Je sais par exemple qu'il y a une disposition des assemblées provinciales qui interdit aux candidats malheureux de poursuivre l'électeur qui soupçonnerait d'avoir pris son argent sans rendre l'ascenseur. Bon, donc, on peut, dans la Constitution, on doit mener une réflexion profonde, vraiment, mener une réflexion profonde sur les rapports entre l'argent et la démocratie, le rapport entre l'aspiration de l'électeur et l'aspiration nationale. Voilà le genre de réflexion qu'il faut mener et avoir le courage de l'inscrire dans la Constitution pour permettre à notre démocratie d'être plus décente, n'est-ce pas, et d'être plus près
des intérêts de la République. Justement, parmi d'autres leçons à tirer, des règles du jeu claires, comme le de Roche, lors de ces scrutins, bien qu'au-delà du rideau, avant les scrutins, on a parlé des choses. Alors, ça nous amène à votre famille politique, la majorité présidentielle. Ça fait site, apparemment, tous les chevaux alignés ont-ils gagné la course, à part quelques trahisons? Il faut d'abord noter que l'opposition a été remarquable par son absence. Nous n'avons pas senti l'opposition dans cette bataille. Mais c'est une opposition un élément, sans argent, quand même. Et non, nous avons dépassé ce débat-là. Aujourd'hui, c'est le constat sociologique. Maintenant, eh bien, l'opposition a été absente. Pourquoi a-t-elle été absente, cette opposition? La vraie opposition, quand même. Il faut poser la question à eux, qui ont les moyens d'organiser des marches, qui ont les moyens de payer des séminaires à l'étranger, mais qui n'ont pas les moyens de s'occuper de leur population locale. Ça, c'est la question qu'il faut leur poser. Et si la population est-elle vraiment intéressée? Est-ce qu'elle est directement intéressée pour un vote de plus offrant, un vote qui demande quand même d'avoir des moyens? Moi, je tirerais plutôt la conclusion suivante. C'est que nos populations sont loin des préoccupations de l'opposition. Et même de la majorité. L'opposition ne veut pas se mouiller parce qu'elle ne voit pas son intérêt. Vous êtes près de la population? Mais bien sûr. Parce que, d'abord, l'autre leçon, c'est que la majorité est bien présente. Elle est même prépondérante dans la vie politique. Est-ce que ce n'est pas un souci quand même pour cette démocratie congolaise que l'opposition soit absente, presque absente, à part quelques-uns, quelques brebis égarées qui ont été utilisées par certains membres de votre famille politique indirectement, voilà, soutenus. Je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Est-ce que ce n'est pas un souci pour cette jeune démocratie? Non. Je vous ai dit que nous devons mener une réflexion profonde sur les rapports entre l'argent et la volonté du peuple, l'argent et l'élection, l'aspiration des électeurs et l'aspiration nationale. Et peut-être il faut vraiment repenser sur cet aspect-là les dispositions constitutionnelles. Comment quelqu'un, bien sûr, il n'a pas un mandat, il a un mandat représentatif, donc il peut agir. Mais comment sauvegarder l'intérêt national par rapport, j'allais dire, aux caprices des intérêts privés? Vous aviez des inquiétudes au début, avant cette élection, les membres de votre famille politique qui ont voulu évoluer en solo, au-delà des règles du jeu au niveau de votre famille politique, il y en a qui sont présentés en indépendant. Aujourd'hui, un offre de soulagement, à part quelques soucis que vous avez. Non, donc, vous avez atteint à 90% vos objectifs? La majorité présidentielle n'a pas un souci particulier par rapport aux résultats. Mais vous êtes là pour ceux de votre famille politique qui se présentent indépendants, au-delà de règles. C'est normal parce qu'il faut respecter les règles du jeu. Mais ce qui nous donne le plus satisfaction à la majorité, c'est le leadership incontesté du président Kabila sur la vie politique. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, même ceux qui sont élus contre les candidats de la majorité se réclament du président Kabila. Donc ça signifie que le président Kabila représente une référence nationale pour la sauvegarde des intérêts du peuple. La manière dont nos provinces sont gérées, André Alain Atundou, je sais que Kabila c'est quelqu'un qui a une grande vision et moins ou rares sont ces Congolais bons
avec lui ou loin de lui, qui y ont les fragments de cette vision. Je dis rares. Alors, est-ce qu'on peut lier Joseph Kabila avec sa grande vision, avec cette gestion de nos provinces? Moi, j'ai été dernièrement dans le Congo profond. Certaines nouvelles provinces sont gérées de manière, je ne dirais pas chaotique, mais franchement... je ne partage pas... On doit dire que c'est sous l'impulsion du chef de l'État. Je ne partage pas votre avis sur l'adhésion à la vision du chef de l'État. Le chef de l'État n'évolue pas en solo. Il est accompagné par une grande famille politique, un grand regroupement politique qu'on appelle la majorité présidentielle et alliée. Et qui a les fragments de cette vision. Notre engagement, c'est d'accompagner le président Kabila dans son combat politique, dans son combat pour l'émergence économique de notre pays, pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Donc le président Kabila n'est pas seul. Et nombreux sont ceux qui partagent sa vision, mais malheureusement, beaucoup chantent la comme minorité, ça. Mais dans la praxis, la minorité, c'est le jour et la nuit. C'est une minorité. Regardez la gestion de nos provinces. Oui. Non, c'est une minorité bruyante. Ceux qui ne partagent pas la vision du président Kabila, c'est une minorité qui fait beaucoup de bruit. Mais aujourd'hui, la preuve est donnée que la vision du président Kabila est partagée par le plus grand nombre de la nation. Vous avez vu, un candidat qui a été élu contre le candidat de la majorité se réclame, alors on va dire, kabiliste. Mais ça signifie que ce monsieur-là représente une valeur de référence. Est-ce qu'on ne peut pas uniquement dire qu'on est patriote nationaliste au lieu de dire qu'on est kabiliste? Non, le patriotisme et le nationalisme ont un ancrage, n'est-ce pas? Nous disons aujourd'hui que Lumumba, c'est l'exemple du nationalisme. Kabila, Moussa, c'est l'exemple du patriotisme. Kabila Joseph, c'est l'exemple du nationalisme. C'est ça, l'incarnation de ces valeurs. Et qui est importante. Et c'est la force dynamique de l'exemple qui est ici en jeu. Et lorsque une valeur n'est pas incarnée par un individu, elle aura difficile à conquérir une communauté. Tandis que si elle est incarnée, vécue par une personnalité emblématique, comme un chef d'État, comme le président Kabila, eh bien, elle aura une force dynamique beaucoup plus importante. Alors on termine par là, la sélection des candidats, ceux qui sont devenus aujourd'hui des gouverneurs. Quels ont été les critères prédominants? Bon, le seul critère, c'est le choix de sa classe, de sa famille politique. Et chaque famille politique, chaque famille politique oui, a ses critères. Mais parmi les critères communément partagés, il y a la loyauté, il y a l'engagement, il y a la compétence. Donc, quelle que soit l'origine des candidats, on compte sur la loyauté par rapport au groupe que vous envoyez ou que vous incarnez, on compte sur l'engagement pour mener à bonne fin ce combat, on compte sur la loyauté, la fidélité. Loyauté et fidélité seuls suffisent? Non, je dis ce sont des éléments essentiels pour demander à quelqu'un d'être candidat. Il faut que le plus grand nombre d'électeurs de second degré soient d'accord que vous incarnez ces valeurs. La maîtrise du dossier sécuritaire comme dans la province du Sud Kivu, un élément important. Au départ, ça a été... Mais il n'y a pas que dans la province du Sud Kivu ou de l'Ituri. C'est sur l'ensemble de la République qu'il faut avoir une vision sécuritaire par rapport aux enjeux et défis sécuritaires qui nous arrivent de l'extérieur et qui sont à l'intérieur également. Je reviens donc à vous avant de me séparer avec vous. Je rappelle les grandes lignes de l'actualité.
Ouverture ce mardi à Kinshasa de la conférence sur l'amélioration du climat des affaires au Congo-Kinshasa, lancée par Premier ministre Bruno Tshibala. Le thème retenu est la facilité des affaires en RDC. Pendant 4 jours, soit du 29 1er septembre 2017, plus de 150 participants venus du gouvernement et du monde des affaires vont identifier les entraves majeures à l'exercice des affaires et proposer au gouvernement leur éradication. Ces derniers doivent également réfléchir sur comment améliorer la cotation générale du pays dans le prochain Doing Business. Tripartite, CENI gouvernement congolais CNSA, le vice-premier ministre qui a en charge l'intérieur et la sécurité séjourne depuis mardi à Kananga. Emmanuel Ramazani Chadari y est allé prendre part aux travaux préparatoires de cette tripartite axée sur l'évaluation du processus électoral. Aussitôt arrivé, il a été donc accueilli à la tête d'une forte délégation gouvernementale. Il a présidé une réunion de sécurité dans cette partie du pays. Deuxième tour ce mardi de l'élection de gouverneur. Les résultats des 3 provinces concernées sont connus. Si Constant Lomata est le nouveau gouverneur de la Tchopo et Pancras Bongo de la Chouapa, Claudia Mugabo, lui, va désormais diriger le Sud Kivu, cette entité territoriale où le principal candidat s'était désisté après le premier tour. C'était le samedi 26 août dernier. Et voilà, démocratie, vous avez dit, elle est en marche. Parmi les grandes leçons, l'opposition absente. Pour quelles raisons vous dites qu'elle n'est pas avec le peuple? Et puis, vous n'acceptez pas le fait qu'il manque de l'argent pour faire face aux autres candidats dans cette période, pour une opposition, l'une aile de l'opposition qui n'a pas assez de moyens. Alors, ce n'est pas une thèse qui tient la route, selon vous. Et alors, nous pouvons dire, voilà, la démocratie en marche. Et prochaine étape, c'est maintenant le bouclage de l'opération d'enrôlement des électeurs, avec déjà au-delà de 40 millions. Le peuple pourra-t-il réellement sanctionner ceux qui lui ont mené la vie dure par leur gestion? Vous en êtes sûr? Mais à la manière où vont les choses, un peuple éduqué pour ça? Non, les élections sont une occasion pour le peuple de se choisir de nouveaux dirigeants, c'est-à-dire de sanctionner les anciens si c'est nécessaire ou de les reconduire. Donc ça, c'est le droit du peuple en tant que souverain primaire de désigner ceux à qui il délègue le droit d'agir, de vouloir et d'agir en son nom. Ça, et donc c'est au peuple lui-même de désigner, de juger cas par cas si tel mérite ou ne mérite pas. Je n'ai pas cette prétention d'être le peuple pour juger. Alain Atondou, je vous remercie. Je vous remercie et je pense qu'il faudrait quand même, en conclusion, en dernière conclusion, saluer le rôle réussi du président Kabila en tant que garant de la nation. Au regard de la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre, il faut le souligner, au regard de sa lutte pour la souveraineté de notre pays et surtout de la sauvegarde de notre intégrité territoriale. Et les élections sont une occasion, évidemment, pour que le peuple puisse se prononcer quant à ce. Merci beaucoup. Et la CDR, j'espère que sera en compétition. Absolument. Voilà. Nous allons aborder le second sujet de ce soir avec le président de l'association des vendeurs du Congo, l'interdiction d'importer le ciment gris, les barres de fer, et que sais-je encore, c'est tout à l'heure. La victoire des partis forts, la victoire aussi des régimes forts. L'MPLA, par exemple, contrôle beaucoup de secteurs économiques. Il y a même des entreprises entières qui appartiennent à MPLA.
comme la même situation en Afrique du Sud avec l'ANC, des Nelson Mandela, c'est la même situation au Congo-Brazzaville. Si vous voyez, Denis Sassou Nguesso, depuis son retour, le PCT a quasiment retrouvé la quasi toute puissance dans la gestion du pays, à la fois économiquement et politiquement. Les FPR a basé son emprise sur l'économie du Rwanda, avec toujours ces fonds de commerce du génocide, mais également, il y a un fonds aujourd'hui économique qui appartient au FPR. Donc les FPR à la fois le parti politique qui gouverne le pays, mais aussi l'une des premières structures qui contrôle l'économie du Rwanda. Et donc, ces partis ne pouvaient que réussir, gagner, je rappelle, 64% pour l'MPLA, quasiment 70% pour le PCT avec 90 postes au siège, donc au Parlement, 651, et 98%, toute élection confondue au Rwanda. Autrement dit, la victoire de ces trois présidents, même si Dos Santos fait semblant de mettre M. Lorenzo, mais c'est quasiment la même maison, eh ben, c'est la continuation des régimes forts qui se sont organisés politiquement et économiquement. Alors, je reçois Guilain Lokofo. Bonsoir. Et bonsoir, monsieur. Vous êtes le président du syndicat national des vendeurs du Congo. Oui, absolument. C'est pas l'association. Bon, alors c'est un syndicat. Oui, oui. Évidemment, vous avez suivi la décision du gouvernement d'interdire l'importation du ciment gris des pays limitrophes, et puis les barres de fer. Et quoi encore? Il y a un troisième produit. Il y a les sucres, les boissons gazeuses. Les boissons gazeuses. Surtout les soupunatolo qui viennent des pays limitrophes et qui tuent les deux brasseries congolaises. Pour la ville de Kinshasa, on ne parle pas de la Simba en Lokatanga et tant d'autres, ce d'accord au centre du pays. Votre réaction, triste ou insatisfaite, parce qu'enfin l'économie, l'industrie nationale sera sauvée? Non, c'est triste parce que la décision est prise sans concertation. Vous devriez être concerté. Mais si, parce qu'il y a une commission chargée de suivi des prix des produits de première nécessité, dans laquelle cette commission est présidée par le ministre de l'économie. Mais cette commission ne siège plus. Alors la décision a été prise sans concertation avec les différents partenaires, notamment la FEC, la Copemeco, le syndicat national des vendeurs du Congo. Et je me souviens en ce temps, ce genre de décision a été prise par toujours le ministère de l'économie, interdisant l'importation de ciment gris, de sucre. Hein, c'est parmi ces genres de décisions. Et la décision n'avait pas fait long feu. C'est pas par quelle magie elle a été revue. Non, mais les prix de ces produits étaient revus à la hausse. Vous savez, on avait acheté ces produits même à 20 000, 25 000 francs congolais dans ces pays. On avait acheté le sucre à 10 000 francs congolais. Et quand vous 10 000 francs le sac? Non, le sachet. À l'époque, combien de grammes? De 5 kilos. Le sachet de sucre, c'est 5 kilos. On avait acheté ça à 10 000 francs à une époque. Les sacs de ciment, on avait acheté ça à 20 $ à l'époque. Oui. C'est-à-dire, la décision a été prise sans tenir compte que les industries qui sont dans notre pays ne sont pas capables de satisfaire la demande des consommateurs. Oui. Maintenant, il y a certaines personnalités dans notre pays qui interviennent dans ce secteur. Silou et tant d'autres cimenteries du pays n'étaient-elles pas capables de répondre à la demande du marché congolais? Non. Actuellement, je pense que la société, comme vous venez de citer, n'est pas capable de répondre à la demande des Congolais. Oui. N'est pas capable de répondre à la même commande. Pourquoi? Pour la simple raison que ces industries ne bénéficient pas des subventions de l'État. Ces industries sont tracassées par les différents services. Vous allez voir à tout moment, il y a des missions de contrôle dans ces différentes entreprises dans lesquelles ces industries dépensent beaucoup d'argent. Oui. C'est pourquoi, lorsqu'on prend ces gens... Vous avez des preuves? Pardon? Vous avez des preuves? Non, mais le contrôle économique actuellement c'est fait presque partout. Depuis l'avènement de l'actuel ministre, il a déjà initié 2 contrôles économiques. Mais quand vous lisez la loi, hein, vous lisez l'arrêté signé par ses prédécesseurs, le contrôle économique s'est fait une fois l'an.
Mais depuis que l'actuel ministre est là, il a initié des missions de contrôle économique. Et son secrétaire général a aussi initié des missions de contrôle économique dans laquelle il a suspendu les missions, mais actuellement, ces agents sont sur le terrain pour faire le contrôle économique. De manière informelle? Non, c'est-à-dire sans concertation avec les partenaires, sans aussi concertation avec la ville. Pourquoi? Parce que sur le terrain, il y a les contrôles qui se font au niveau des communes, par les services de l'économie. Au niveau de la division urbaine, les contrôles se font. Et au niveau du ministère national, le contrôle se fait. C'est-à-dire, l'opérateur économique reçoit les mêmes services mais, par 3 institutions différentes. Vous voyez, l'opérateur économique est tracassé. Mais pour ce qui concerne les simagrées, je vous dis que dans les jours qui suivent, vous allez voir sur le terrain, le prix de ces produits sera revu à la hausse. Maintenant, le problème, c'est quoi? Dans notre pays, il y a certaines personnalités politiques qui ont assumé des fonctions dans ces pays, qui ont d'autres fonctions dans ces pays, qui fassent leurs activités dans ces secteurs. Ils sont importateurs de ciment. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dans les jours qui suivent, les prix de ciment seront revus à la hausse. Et ils ont déjà importé. Leurs ciments sont déjà entrés dans notre pays. Et lorsque les prix de ces produits seront... C'est ce que vous dites. Je vous dis. Lorsque vous n'avez pas de preuves pour ceux qui... Non, je sais ce que j'ai dit. Ils ont leur entrepôt plein. La mesure qui est prise, c'est en leur faveur. Vous n'avez pas de preuves pour nous convaincre. Nous sommes à la télévision. Non, nous sommes à la télé, bien sûr. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas citer leur nom. Hein, parce que ce que nous vous disons, c'est ça la réalité. Parce que ce genre de décision a été prise à l'époque. Maintenant, comme leur dépôt... Vous allez nous citer leur nom après ce plateau. Nous allons tenter de voir. Hors caméra, on va vous citer les... Et puis nous, on va amener les caméras dans leurs entrepôts pour voir... Alors, leurs entrepôts sont pleins. Capacité de stockage. Voilà. Maintenant, lorsque le prix de ciment sera revu à la hausse, et ils vont maintenant faire sortir leurs produits pour vendre, pour couler leurs produits. Et 6 mois après, ils vont lever la mesure. C'est-à-dire, nos industries qui sont ici auront toujours des difficultés pour satisfaire à la demande de la population. Les prix des cycles, vous savez, à l'époque, les quotas étaient alloués aux expatriés. Les Congolais qui sont dans ce secteur avaient des difficultés pour s'approvisionner. Et la capacité de la sécurité de Kulungongo, la production ne satisfait pas aux besoins des consommateurs. Vous allez voir, mais au jour d'aujourd'hui, grâce à l'importation, à la libération dans ce secteur, vous allez voir que sur le marché, il y a eu quand même à une période une instabilité. Ni était la situation politico-socio-économique qui a fait à ce que les taux du dollar puissent être revus à la hausse. Vous avez senti que sur le terrain, le prix des sucres est maintenant revu à la hausse. Mais elle a déjà été prise sans concertation. Je vous donne le jeune exemple. J'étais au Kasaï. J'étais au Kasaï, j'ai été dans le village là de Chisengue, qui est aux frontières avec l'Angola. Vous allez voir que dans ces parties du pays, on consomme toujours des produits angolais, venant de l'Angola. Quand vous prenez les Kasaï, les Sumbula, les Kamako, hein, les Kamaba, dans tous ces coins-là, les produits qui sont consommés, ce sont des produits qui viennent de l'Angola. Ce qui veut dire que quand on prend ces genres de décisions, cela nécessite qu'il faut qu'il y ait concertation. Et quand on prend la décision, il faut voir son impact positif ou négatif sur le terrain. Voilà. Nous parlons de cette industrie nationale qui a quand même subi beaucoup de coups avec l'importation des bières en provenance des pays limitrophes, les bières en... comment on dit, en canette, vous le dites en canette, et également le ciment gris qui a défavorisé les cimenteries nationales. Et puis il y a cette affaire aussi de l'importation des barres de fer, alors qu'on en produit sur place. Alors, vous ne voyez pas que c'est au détriment des Congolais qui perdent chaque jour leurs emplois au profit des pays, des commerçants des pays limitrophes qui viennent chercher du dollar ici pour le pomper chez eux. Non, le problème, c'est que nous avons un sérieux problème parce que nos industries ici vendent cher leurs produits. Je vous dis par exemple, quand vous allez par exemple, vous avez cité Silo, les ciments fabriqués par Silo coûtent plus cher par rapport aux ciments importés. Mais qu'est-ce qui explique à ce que les ciments fabriqués ici dans notre pays coûtent cher que les produits importés? C'est ça le vrai problème. À l'époque, le prix des sacs de ciment était acheté à moins de $10.
Même actuellement, c'est à moins de 10 $. Maintenant, on a pris la décision. Voyons voir dans 2, 3, 4 1 mois, dès qu'on interdit, comme on a interdit l'importation de ces produits sur les marchés, et vous allez voir que les prix de ces sacs produits dans notre propre pays seront vendus plus cher. Est-ce que le gouvernement, même s'il ne vous a pas consulté, vous ne voyez pas que les cris de détresse des opérateurs dans le secteur comme la cimenterie et le secteur brassicole et même les constructeurs, justement, leur cri a été entendu? Non, dans le secteur de brassicole, il n'y a pas vraiment assez de problèmes. Ici, il ne faut pas faire plaisir seulement aux opérateurs économiques. Il faut voir aussi le problème des consommateurs. Parce que quand on fabrique une chose, il faut voir aussi quel sera son impact sur le terrain. Est-ce que le consommateur sera satisfait par la vente ou soit à la consommation de ces produits? C'est ça le plus grand problème. Au jour d'aujourd'hui, vous allez voir que les gens ont la facilité de construire leur maison parce que les sacs de ciment coûtent moins cher. Il y a une période où les sacs de ciment étaient vendus à 20 $, 25 $, et ceux qui en avaient besoin avaient des difficultés pour construire des maisons. Mais aujourd'hui, ils ont la facilité de construire leur maison. C'est ça le plus grand problème. Donc, si le gouvernement prend la décision sans tenir compte de toutes ces situations, je vous dis, dans un mois, vous allez voir sur le terrain, le prix d'un sac de ciment sera arrivé à la hausse et sera vendu à plus de 15 $ dans notre pays. Chose que nous ne souhaitons pas. Nous sommes mardi 29 août 2017. Donc, peut-être nous vous recevrons sur ce plateau pour évaluer l'impact de cette mesure avec vous, président du syndicat des consommateurs, justement, des vendeurs congolais, parce que vous prédisez déjà le chaos. Mais c'est ça la réalité sur le terrain. Nous sommes dans ce secteur, parce que le syndicat ne défend pas seulement les vendeurs qui sont au marché. Dans notre syndicat, nous avons plusieurs membres qui sont dans les différents secteurs. Et par rapport à ce qui s'est passé des années, et récemment, avec le ministre sortant, ces genres de mesures ont été prises. Mais la conséquence est que, comme il n'y avait pas d'accompagnement, je vous dis, il y a toute une commission chargée de suivi des prix des premières initiatives. Il y a un cadre permanent de concertation entre le gouvernement et les opérateurs économiques. Alors, pour que le gouvernement puisse prendre ce genre de décisions, est-ce que les corporations ont été associées à cette décision? Parce qu'il y a un cadre permanent de concertation entre le gouvernement et les syndicats. Mais si le gouvernement prend une décision, en tant que gouvernement, il peut prendre certaines décisions sans consulter les corporations. Mais quand on prend la décision, il faut voir aussi les conséquences. Alors, on parle justement des vendeurs. C'est vous leur porte-parole, leur parias, leur écossonard, justement. Qu'est-ce qui fait cette question, mais turlupine la cervelle, qu'est-ce qui fait que les vendeurs congolais, eux, davantage, ils reculent vers les périphéries de la capitale, les Indo-Pakistanais, Libanais, voilà, et les autres, ce sont eux, après avoir occupé Gombe, d'autres grandes communes, ils envahissent la cité maintenant, les longs des artères, et vous disparaissez. Qu'est-ce qui est à la base? C'est la concurrence déloyale que les opérateurs économiques congolais subissent auprès des étrangers. Je me souviens, le 26 juillet 2010, on avait organisé une grande marche. Nous étions reçus par l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Et suite aux travaux que nous avons faits au niveau de la primature, on a travaillé pendant un mois et ça a abouti à la signature d'un décret 011/37 qui interdit aux étrangers d'exercer les petits commerces et les commerces de détail. Et nous avons lutté, on a organisé des réunions parce que c'est anormal que sur le terrain, vous allez voir que les fabricants, il est lui-même fabricant, l'opérateur économique qui est fabricant, il est lui-même importateur, il est grossiste, il est demi-grossiste et il est détaillant. Alors que le chef de l'État, depuis le 23 février 2013, sur base du travail qui a été fait au niveau de la primature, le chef de l'État avait signé une ordonnance 13/009 portant réglementation du petit commerce. Pour exercer le petit commerce, il faut avoir la patente. Et pour avoir la patente, il faut avoir... il faut être de la nationalité congolaise. Mais vous allez voir au jour d'aujourd'hui, dans la cité, les étrangers font le petit commerce, ils vendent en détail sans être inquiétés. Le ministère qui devait inquiéter,
ces opérateurs économiques qui bafouent nos lois, c'est le ministère de l'économie. Maintenant, le ministère, ce ministère, au lieu maintenant d'aller faire des contrôles économiques chez les grands importateurs, c'est tous ceux qui sont dans les produits de première nécessité. Non, vous allez voir qu'aujourd'hui, la ville de Kinshasa est inondée des inspecteurs du ministère de l'économie, même chez les petits détaillants, sans concertation avec la ville. Et les inspecteurs qui passent, ce qu'ils font, ce ne sont pas des contrôles économiques. Ils passent chez un opérateur économique, ils ont l'argent et c'est tout, ils passent. Mais ils ne font pas le contrôle économique tel que nous voulons. Et vous ne dénoncez pas? Non, nous avons toujours dénoncé. Vous dénoncez? On a dénoncé, je vous dis. Vous n'êtes pas solidaire? Non. Vous n'êtes pas solidaire. Non, il y a quelle raison? Les syndicats peuvent dénoncer. Les syndicats n'appliquent pas les lois, les syndicats n'exécutent pas les lois. Ce sont des autorités établies qui posent des actes. Comment ils s'appellent? Vos syndiqués, ceux qui font partie de vos syndicats sont des commerçants. Ah, voilà. Pourquoi ils ne sont pas solidaires? Non, nous sommes solidaires. Mais le problème, c'est quoi? Je vous dis, on avait organisé des marches. Il y a eu des assemblées générales dans ça, disons. Et on a invité les ministres et les assemblées générales. On a solidaire entre Congolais, la solidarité. Oui. Pourquoi il manque? Non, la solidarité est là. Sauf que nous ne sommes pas soutenus par le gouvernement. C'est-à-dire, le ministère, c'est-à-dire l'avocat des opérateurs économiques, c'est le ministère de l'économie. C'est ce ministère qui doit protéger les opérateurs économiques. Mais quand les opérateurs économiques sont laissés à leur propre gré et que les lois ne sont pas respectées, on laisse un grand importateur d'exercer le commerce de détail, même dans un coin le plus reculé. Voyez, c'est pourquoi vous allez voir que les commerçants congolais subissent cette concurrence déloyale. Et voilà, vous êtes opposé à cette mesure. Lokofo Guilain, président du syndicat des vendeurs du Congo, vous dites que vous n'avez pas été consulté par le gouvernement. Cette mesure, vous dites qu'elle ne tardera pas à être annulée. Elle a été prise sur base des calculs, des grands calculs. C'est vous qui le dites. Alors, nous vous aurons pour peut-être évaluer après 3 mois c'est à quoi ça va ressembler. Comment cette mesure sera-t-elle suivie? Est-ce qu'il n'y aura pas de déploiement de mesures? Alors, on va constater. Et pour l'instant, je vous dis merci. Donc, merci beaucoup. Le journal, c'est pratiquement dans moins d'une dizaine de minutes. On se retrouve dans la suite. Bonsoir, Chou. Ela. Mini yena mwana beno congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga ba informação de moci dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka.